Bonjour à tous et bienvenue sur l'IFPAS TV. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS, en partenariat avec l'Hémicycle, vous présente les décideurs engagés de l'assurance. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour Florence. Vous êtes directeur général du groupe Maïf, vous êtes coprésident d'Impact France. Alors bien sûr, on va parler de votre groupe, de vos valeurs, des grands défis pour le secteur de l'assurance, à commencer par les questions d'attractivité. On évoquera bien sûr l'actualité avec ses difficultés à s'assurer de plus en plus pour les particuliers comme pour les collectivités. Mais tout d'abord, un mot de vous, de votre parcours, parce que vous avez un parcours atypique quand même, hein. Un bac techno et vous êtes entré à l'ENA, vous avez fait l'ENA. Racontez-nous comment ça a été possible. Ah, ça a été un long chemin, pas extrêmement facile, effectivement, bac techno, parce que adolescence difficile, voilà, je n'avais pas forcément les bonnes fréquentations et j'étais un petit peu à la limite, un peu borderline, et donc je me suis retrouvé un peu accidentellement dans un lycée technique, et donc j'ai fait un bac techno, et puis j'ai eu la chance à la fois de comprendre un jour dans le regard de mon père toute la déception qui était la sienne de voir ce parcours un peu gâché, et ça a été pour moi une espèce de choc positif, hein, et qui m'a remis en selle. Et puis, à peu près dans le même temps, d'avoir notamment un prof qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a dit « Écoute Pascal, c'est vraiment trop bête, tu peux faire des choses et donc il faut t'y mettre ». Et qui m'a trouvé à l'époque, on parlait pas de... à l'époque, on ne parlait pas d'insertion et de tous ces sujets. Et pourtant, à l'époque, il a trouvé une prépa ENA qui était réservée justement à des gens qui avaient eu des parcours un peu plus compliqués. Et donc, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après, il y a eu quelques années de boulot quand même. Mais Oui, enfin, vous avez été bien lancé, hein, puisqu'après, vous faites une carrière dans la fonction publique, direction du budget au ministère de l'économie et des finances à Bercy, avant d'entrer à la Maïf en 2002. Comment on passe de Bercy à la Maïf ? Et pourquoi d'ailleurs ? Et pourquoi aller vers ce secteur de l'assurance ? Ouais, alors je vais vous faire un aveu, complètement par hasard en réalité. Hein, je suis en effet à Bercy, à la direction du budget, plutôt heureux là-bas, avec malgré tout la volonté de faire un petit tour, d'avoir une expérience dans le privé, sans savoir si j'allais y rester, et sans intention même d'y rester en réalité. Et puis une proposition m'est faite de rejoindre la Maïf. Une discussion un petit peu longue parce qu'il y avait une forme d'ambiguïté sur le poste qui m'était proposé. Et finalement, j'intègre le groupe effectivement en 2002, il y a plus de 20 ans déjà, hein, avant d'en prendre la direction en 2009. Et en quoi ce parcours influe-t-il aujourd'hui sur vos choix, vos démarches, vos combats ? Ah, je pense que ça compte énormément parce que à la fois, j'ai cette enfance, cette adolescence dans une petite ville de province, venant d'un milieu social plutôt relativement simple, et une adolescence un peu compliquée qui me donne sans doute un regard différent, une sensibilité différente à la fois sur les choses et sur les gens, sur la vie, une compréhension peut-être un peu plus forte pour les avoir partagées d'un certain nombre de difficultés de parcours, hein, que peuvent rencontrer les gens. Et puis derrière ça, vraiment une formation autour de... alors ça peut paraître un petit peu désuet, mais autour de l'idée d'intérêt général, hein, très fortement, et finalement de république au fond. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est resté très, très ancré chez moi. Hein, j'ai un goût pour la chose publique qui est marqué, et un intérêt, une sensibilité à la question de l'intérêt général qui est forte. Et justement, c'est dans l'actualité, parmi vos combats aujourd'hui, il y a celui de l'assurabilité.
car il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les particuliers de trouver une assurance à un prix raisonnable, on va même dire à une assurance tout court. Comment se fait-il ? Les assureurs ne prennent plus leur part de responsabilité, justement ? Je serais un tout petit peu moins sévère sur le aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve partout où que l'on soit une assurance, même si il commence à y avoir des augmentations de tarifs parfois un petit peu fortes dans certaines zones. Mais aujourd'hui, honnêtement, les assureurs font leur boulot et tout le monde trouve une assurance. Donc le vrai risque, c'est demain. Le vrai risque, c'est demain. On voit bien la montée des risques climatiques, qui est extrêmement rapide en réalité. Enfin, on a vu l'année 2002, 11 milliards d'euros de coûts des événements climatiques en France, là où on était à plutôt 3 milliards et demi les années précédentes. Donc on voit bien cette montée en flèche qui au fond, va engendrer deux conséquences. D'abord, une élévation forcément du niveau moyen des tarifs partout, parce que en face d'une augmentation des coûts, il faut bien couvrir par une augmentation des tarifs. Et puis le risque, c'est que il y a un certain nombre de zones qui sont bien identifiées en réalité, et qui représentent malgré tout peut-être 10% du territoire national, dans lesquelles la probabilité de survenance d'un événement climatique est extrêmement forte, voire même parfois totalement certaine, à un horizon de temps assez court. Et donc forcément, il y a, dans le mode de fonctionnement actuel du marché de l'assurance, il peut y avoir la tentation pour des assureurs de se retirer de ces zones-là parce que étant trop coûteuses. Je crois que c'est un risque réel. Je crois que c'est un risque qui a commencé. On commence à voir quelques acteurs se retirer de quelques zones ou alors augmenter les tarifs dans des proportions telles que de toute façon ils sont certains de ne pas souscrire de nouveaux risques. Et donc évidemment, si ce mouvement se généralisait, on arriverait dans une situation dans laquelle au fond des gens ne pourraient plus s'assurer, alors même d'ailleurs que ce sont par hypothèse les personnes les plus exposées. Donc bien sûr, problème à la fois social et politique en réalité qui deviendrait majeur. Alors on va en parler aussi, parce que il y a le problème aussi pour les collectivités. Mais puisque vous avez parlé de hausse de tarifs, j'aimerais qu'on écoute une question de Guillaume, alternant à l'IFPAS. Bonjour Monsieur Demianger, j'ai une question pour vous. Avec l'augmentation des nouveaux risques, est-il inévitable que les primes d'assurance augmentent ? Vous avez déjà un peu répondu. Oui, j'ai déjà un peu répondu et hélas, la réponse est oui. D'ailleurs, il y a une étude de France Assureur qui date maintenant d'il y a peut-être 2 ans à peu près et qui prévoit, calcule un doublement des tarifs de la MRH d'ici 2050. À la fois d'ailleurs à cause, bien sûr, principalement de l'augmentation du risque climatique, à cause aussi de l'augmentation de la valeur des biens assurés. Mais oui, bien sûr, une augmentation tendancielle des tarifs de l'assurance habitation. Aujourd'hui, on a toujours été habitué à avoir un coût de l'assurance automobile pour le particulier supérieur, sensiblement supérieur même à l'assurance habitation. Il faut s'attendre à ce que demain, dans 10, 15 ans, en réalité, il y ait une inversion et l'assurance habitation devienne plus élevée que l'assurance auto. En tout cas, la hausse des tarifs, elle est déjà là pour les collectivités. Oui. Collectivités qui ont déjà, elles, c'est aujourd'hui, pour certaines, du mal à s'assurer. Rien ne va plus entre les collectivités territoriales et les assureurs. C'est quand même, ça a été un des gros sujets du Salon des maires récemment. Ça a été un gros sujet du Salon des maires avec, je trouve, une attitude très, très responsable des élus et une compréhension très forte des problèmes de l'assurance. Les élus se rendent bien compte que les assureurs de collectivités locales, qui sont de moins en moins nombreux, aujourd'hui, beaucoup ont déserté le marché. Il y a désormais quelques acteurs, mais un nombre quand même assez limité. Et les élus se rendent bien compte que les assureurs de collectivités locales ne peuvent pas continuer à perdre de l'argent comme ils le font aujourd'hui sur ce marché. Donc c'est vrai, hausse de tarifs significative,
parfois un peu de tension sur tout simplement des appels d'offres qui ne trouvent pas de réponse et parfois, oui, une difficulté pour certaines collectivités locales à s'assurer. D'où la nécessité, là aussi, de trouver des solutions globales et d'où une mission qui a été mise en place pour trouver des réponses collectives à ce sujet. Oui, là, il faut que l'État intervienne. Il faut vraisemblablement que l'État intervienne. Alors, d'autant plus que, malgré tout, contrairement au réchauffement climatique, sur la situation des collectivités locales, malgré tout, les pouvoirs publics ont aussi une part, même petite, mais quand même une part de responsabilité. À la fois sur le sujet des finances locales, évidemment. On sait bien qu'il y a des transferts de charges, parfois des transferts de recettes qui ne sont pas complètement, qui ne compensent pas complètement. Et donc la situation financière des collectivités locales est partiellement, malgré tout, dépendante de décisions prises par l'État. Et puis, dans les sinistres que l'on doit couvrir, il y a parfois aussi un rôle assez actif de l'État. Je prends juste un exemple. On sait qu'en 2023, les émeutes ont coûté relativement cher aux assureurs de collectivités locales. On sait aussi, et ça n'est pas du tout critiquable, mais que la doctrine des forces de l'ordre pendant les émeutes était surtout pas de blessés, et donc pour éviter les tensions, on laisse faire la destruction d'un certain nombre de bâtiments publics. Et évidemment, à la fin, alors c'est pas nécessairement critiquable en tant que doctrine de maintien de l'ordre, mais les conséquences, évidemment, pèsent sur les seuls assureurs. Alors, quelle est la position de la Maïf en la matière? Est-ce qu'il y a une différence entre une entreprise mutualiste et les autres? En clair, est-ce qu'il y a des collectivités locales aujourd'hui que vous n'assurez plus? Il y a des collectivités locales que nous n'assurons plus dans des conditions tarifaires qui ne seraient pas suffisantes. On ne peut pas, même mutuelle, et y compris d'ailleurs parce que mutuelle, on ne peut pas faire peser sur le reste des assurés des coûts qui seraient certains parce que mal tarifés. Donc si des appels d'offres sont formulés dans des termes qui, de toute évidence, ne nous permettent pas d'avoir une probabilité de marge suffisante, alors on peut refuser d'assurer. Même si, franchement, c'est marginal pour ce qui nous concerne, mais ça peut arriver. La SMAC, c'est l'assureur principal des collectivités, détenue par vous, en Ouais. mauvaise posture. Vous l'avez une nouvelle fois sauvé en injectant 100 millions d'euros. Jusqu'à quand vous allez comme ça refuser voilà, ça. Bon, en fait, effectivement, on a repris la SMAC le 1er janvier 2022. Il y a eu 2 années, 2 exercices, 22-23, très difficiles pour la SMAC, parce que tout simplement le cumul de 2 raisons. D'abord, il a fallu reprovisionner les sinistres antérieurs qui avaient été mal provisionnés, redresser la situation d'une manière générale. Et puis, dans le même temps, ce sont 2 exercices qui ont été compliqués. 2022 à cause des climatiques, 2023 des climatiques plus les émeutes, ce qui fait que les résultats effectivement sont mauvais, ont été mauvais en 22, seront mauvais en 23. Ceci étant, on a pris des mesures extrêmement fortes, à la fois de nettoyage du portefeuille, de révision des contrats, des garanties, d'augmentation tarifaire, de reprovisionnement. Bref, toutes les mesures techniques qu'un assureur prend dans ces cas-là. Et à partir de 2024, les choses vont aller beaucoup mieux. Enfin, des collectivités qui ne trouvent plus d'assureurs, ça interroge. Est-ce qu'il ne faut pas justement revoir le rôle de l'assureur, changer le système, aller vers plus de coopération, peut-être Bien sûr, moins de confrontation? Et c'est vrai à la fois des collectivités locales, mais aussi des particuliers. Ce que l'on évoquait tout à l'heure sur la MRH, sur l'assurance habitation. À partir du moment où il y a un risque non nul, dans un jeu classique de concurrence entre les assureurs sur un marché, que chacun finalement joue une carte individualiste, personnelle, et qu'il y a un risque de retrait progressif des assureurs, il faut trouver une réponse collective, une réponse coopérative, une mutualisation du risque et peut-être aussi un étage d'intervention des pouvoirs publics.
C'est l'objet de la mission de Thierry Langreney pour les personnes physiques. Il y a également une mission pour les collectivités locales. Et donc, c'est à la fois la profession et les pouvoirs publics qui doivent faire émerger une solution. On va maintenant évoquer un problème majeur, un autre pour le secteur, c'est celui de l'attractivité. Alors, ce qui se passe ou ce qui va se passer avec ces problèmes d'assurabilité, ça ne va pas redorer le blason du secteur qui souffre déjà d'un problème d'image, ne fait pas rêver les jeunes. Ils se voient plus banquiers qu'assureurs. Pourquoi ? C'est incroyable. C'est peut-être de moins en moins vrai malgré tout. À la fois d'ailleurs parce que la banque attire moins quand même, beaucoup moins, et que l'assurance peut-être attire désormais un peu plus. Alors c'est vrai que traditionnellement, le secteur de l'assurance n'attire pas énormément. Secteur quand même technique, hein, c'est un métier qui est complexe et pour des raisons que j'ignore partiellement d'ailleurs, hein, une image qui n'est pas extrêmement attractive. Ceci étant, je pense que l'assurance a des cartes à jouer. D'abord, d'une certaine manière, on en a parlé en parlant d'assurabilité. L'assurance est au cœur de la problématique du réchauffement climatique. Elle en est au cœur parce que c'est sans doute un des endroits où on mesure le plus précisément possible la réalité de ce réchauffement climatique et de ses conséquences. Hein. On est aux premières loges, en quelque sorte, des conséquences du réchauffement. Et ça fait 10 ans, 15 ans maintenant que les assureurs voient ces conséquences augmenter dans notre pays. Et puis ensuite, parce que l'assurance est au cœur finalement et en pointe sur la définition de solutions, de réponses à ce réchauffement climatique, et notamment de réponses collaboratives, de réponses coopératives. On en a parlé tout à l'heure en parlant de la nécessité d'une mutualisation des risques les plus exposés. Or, je pense que le changement climatique va nécessiter de trouver globalement des réponses qui, effectivement, seront des réponses plus coopératives. Ça nous oblige à changer un peu de paradigme. L'assurance est au cœur de cette problématique. Donc déjà, ça peut être un motif, je pense, pour les jeunes notamment, d'attractivité et une occasion de redorer un petit peu le blason de l'assurance. Ensuite, l'assurance, c'est un métier... en tout cas, il faut que l'on retrouve cette dimension de l'assurance qui est devenue trop souvent un métier purement financier. L'assurance, c'est d'abord un métier du care, un métier de la protection, un métier de l'accompagnement, un métier quasiment du soin, en tout cas de l'accompagnement des personnes. Et évidemment qu'il y a une attirance forte, et c'est heureux, particulièrement dans les jeunes générations, pour cette dimension d'aide, d'entraide que l'assurance permet. Donc on voit bien qu'on est sur deux problématiques, le changement climatique et l'accompagnement des personnes, qui sont des problématiques chères au cœur des jeunes. Donc je crois qu'il y a la possibilité d'une attractivité nouvelle. Et vous compariez avec la banque, là où, au contraire, les métiers de la banque, sans doute, refluent un peu dans l'imaginaire des plus jeunes générations, parce que, on connaît tous les excès passés de la finance et que ça attire beaucoup moins. Donc l'assurance a peut-être une épingle du jeu à tirer. On va écouter une question de Maëlys, alternante aussi à l'IFPAS. Bonjour Monsieur Demurger, j'ai une question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes dans le secteur de l'assurance, mais aussi surtout dans le secteur mutualiste ? Voilà. Mais c'est une bonne question. En tout cas, c'est une question que doivent clairement se poser les dirigeants d'entreprise. Nous sommes confrontés, en dépit de ce que je disais, sur, à mon avis, la capacité demain du secteur à attirer des jeunes. Nous sommes objectivement confrontés à des difficultés à la fois de fidélisation et de recrutement. En tout cas, pour le secteur dans son ensemble. Il se fait que ce n'est pas le cas à la Maïf, et il y a des raisons pour ça. Je crois que face à cette difficulté d'attractivité finalement de certaines de nos entreprises, je pense que ça doit interpeller les dirigeants d'entreprise et ils doivent se demander pourquoi.
qu'est-ce qu'attendent, au fond, quelles que soient d'ailleurs les générations, hein, qu'est-ce qu'attendent les collaborateurs de nos entreprises? Bon, ils attendent d'abord de plus en plus souvent de trouver du sens à leur action quotidienne. Hein, à quoi je contribue quotidiennement dans l'exercice de mon métier. Notre responsabilité, c'est véritablement de leur donner ce sens. Et ce sens, ce n'est pas simplement augmenter le montant des dividendes qu'on va distribuer à un actionnaire. Ce sens, c'est à la fois le sens collectif global de l'entreprise, à quoi l'entreprise contribue-t-elle, y compris dans ses actions en faveur du climat ou à caractère social, etc. Et puis à quoi je contribue dans l'exercice même de mon métier. Est-ce que je suis là pour aider un assuré, un sociétaire qui a eu un sinistre, ou est-ce que je suis là pour faire en sorte d'indemniser le moins possible parce que ce sont des consignes que j'ai reçues. Ça change radicalement, complètement les choses. Le sens d'abord, et puis ensuite, évidemment, la question des modalités au fond d'exercice de son métier au sein de l'entreprise. Est-ce que je sens qu'on m'accorde un niveau un peu élevé de confiance, qu'on me laisse des marges de manœuvre, qu'on me laisse décider d'un certain nombre de choses par moi-même. Est-ce que je suis là pour résoudre des problèmes qui se posent ou simplement pour exécuter, mettre en œuvre des process qui ont été décidés par d'autres? Là aussi, ça change complètement tout dans l'exercice du métier. Et puis, il y a la question, évidemment, de l'ambiance de travail. Est-ce que je suis dans une entreprise dans laquelle règne une forme d'individualisme, de concurrence entre les gens et, au fond, une ambiance qui est assez fortement détériorée? Ou est-ce que je suis dans une entreprise qui est plutôt bienveillante, qui prône plutôt une forme d'attention portée à l'autre, une forme de collectif, plutôt que d'individualisme? Et là aussi, ça change radicalement les choses. Et je crois, et non seulement je crois, mais je sais d'expérience, que lorsque vous arrivez à réunir tout ça, le sens, une forme de confiance marquée à l'égard des collaborateurs de l'entreprise et une ambiance de travail beaucoup plus bienveillante, alors de nouveau vous devenez extrêmement attractif. C'est clairement notre cas aujourd'hui. Et justement, on va parler de la Maïf, du groupe Maïf. Peut-être quelques chiffres clés sur la Maïf, mais clairement, ce qui vous distingue des autres, justement, c'est le fait d'être une entreprise engagée, une entreprise à mission. Oui, alors 2-3 chiffres. Maïf, c'est 4 milliards et demi de chiffre d'affaires. Principalement en assurance dommage. Contrairement à beaucoup d'assureurs, on est dans une pondération à peu près 80-20, 80% d'assurance dommage, 20% d'assurance vie. Principalement tourné vers le particulier, vers les ménages. Là aussi, c'est un peu plus de 80% de notre activité. Même si nous sommes par ailleurs le premier assureur, on en a parlé, des collectivités locales, et le premier assureur du monde associatif. Et puis, on est un petit assureur du monde de l'entreprise. 10 000 salariés, un peu plus de 20 milliards d'actifs sous gestion. Voilà, quelques KPI, quelques ordres de grandeur. Et globalement, on est à peu près cinquième assureur du particulier en France. Et un ADN très particulier. On va de nouveau retrouver Maëlys pour une question. Bonjour Monsieur de Murger, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une entreprise engagée ? Une entreprise engagée, je pense que c'est une entreprise. On considère souvent, quand on entend ce terme d'entreprise engagée, on se dit c'est une entreprise qui essaye d'avoir des actions pour la société en général, pour le climat, etc. En réalité, je pense qu'une entreprise engagée, elle a des actions pour l'ensemble de ses parties prenantes. D'abord pour ses collaborateurs. On en parlait tout à l'heure en parlant de l'attractivité de la marque employeur, au fond, d'une entreprise. Moi, je pense que la première responsabilité d'un dirigeant d'entreprise, c'est de créer un environnement de travail dans lequel les collaborateurs peuvent se réaliser, peuvent s'épanouir, au fond. On a une responsabilité à l'égard des gens qui travaillent avec nous quotidiennement. C'est la moindre des choses. Ensuite, je pense qu'une entreprise engagée, c'est une entreprise qui est engagée pour ses clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a construit
à la Maïf, un modèle économique qui repose sur une relation client assez radicalement différente de ce que l'on trouve généralement dans le monde de l'assurance. On va demander par exemple à nos conseillers commerciaux de délivrer à l'égard de nos sociétaires un conseil qui va dans l'intérêt de nos sociétaires, fût-ce même si c'est à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut dire à un sociétaire de renoncer à souscrire à un contrat dont on estime qu'il n'a pas besoin, voire même l'inciter à résilier un contrat dont il n'a plus besoin parce que sa situation de famille, par exemple, a évolué. De la même manière, un gestionnaire de sinistre, on l'encourage à indemniser le mieux possible le sinistre qu'il doit traiter, à prendre tout le temps nécessaire pour accompagner le sociétaire qui vient déclarer un sinistre, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une charge émotionnelle un petit peu forte, etc. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui, évidemment, bénéficie, on le voit très directement à nos assurés, à nos sociétaires, et en même temps qui bénéficie à l'entreprise aussi, parce que tout simplement, on génère énormément de satisfaction et donc énormément de fidélité. Et dans une industrie qui est une industrie sur abonnement, au fond, l'assurance, la capacité à fidéliser ses clients, c'est un des, comment dirais-je, la solution de base, j'allais dire, de la rentabilité. On évite énormément de coûts d'acquisition et c'est extrêmement efficace. Et puis un assureur engagé ou une entreprise engagée, c'est une entreprise qui est engagée pour le reste de la société. On a parlé du changement climatique, bien sûr, on pourrait parler des sujets sociaux, des sujets de diversité, d'inclusion. Et une entreprise réellement engagée, c'est pas seulement une entreprise qui conduit des actions sur ces domaines-là, mais c'est une entreprise qui réussit à modifier sa manière de faire au cœur même de son métier pour avoir l'impact le plus positif possible. Ça veut dire quoi quand on est assureur ? Ça veut dire par exemple, c'est le cas de la Maïf, on a été par exemple les premiers à utiliser des pièces de réemploi, des pièces recyclées dans la réparation automobile. On est en train d'essayer de le faire pour les travaux immobiliers. Nous sommes complètement dans nos placements financiers sortis des énergies fossiles. On n'a plus un seul euro à investir dans les énergies fossiles. À l'inverse, on investit massivement dans les énergies renouvelables. On a créé le dividende écologique. On consacre 10% de nos résultats annuels à des actions en faveur de la biodiversité. Je pourrais multiplier les exemples. On a le temps qui tourne, là. Absolument. Voilà. Absolument. Parce que on déborde un petit peu. J'aimerais quand même, avant de passer à Impact France, vous interroger sur votre plan stratégique Régénération. Pourquoi Régénération ? Régénération, ça fait allusion à la fois à une transformation assez radicale de l'environnement. On a parlé du climatique, on pourrait parler de l'environnement économique, d'une manière générale, géopolitique également. D'une manière générale, nous arrivons dans une nouvelle période dans laquelle il y a à la fois une multiplication des risques, mais surtout une augmentation très forte de l'incertitude. Et on navigue beaucoup plus à vue qu'on ne pouvait le faire jusqu'à présent. Et face à ces bouleversements assez complets de l'environnement dans lequel on évolue, je crois que l'entreprise a besoin de se régénérer, de se réinventer dans ses modes de fonctionnement, dans sa capacité de réactivité, d'agilité, de focalisation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, régénération, on parlait d'environnement, on parlait de biodiversité. La régénération, c'est aussi la capacité du vivant à se recréer lui-même, à se régénérer. Et c'est à la fois vrai pour l'entreprise elle-même, mais vrai aussi de la contribution de l'entreprise à l'égard de son environnement. Alors, la Maïf est une entreprise engagée. Vous êtes vous aussi, et surtout, un patron engagé. On va parler d'Impact France. Vous êtes coprésident d'Impact France. Alors, un mot de ce mouvement, c'est quoi ? Une alternative au MEDEF ? On ne se définit pas par rapport au MEDEF. Moi, je ne me définis pas comme ça. C'est un mouvement d'entreprise, donc un mouvement patronal, mais un mouvement d'entreprise engagé.
hein, justement, sur les sujets de l'environnement, sur les sujets sociaux, sur les sujets de partage de la valeur, etc. Vous voulez pousser les entreprises à penser autrement, en fait? Absolument, et à fonctionner autrement, parce que, en réalité, c'est la seule solution face aux défis auxquels on est confronté. Le coût de la transition est infiniment inférieur au coût justement de l'absence de transition, hein, et au coût du risque climatique. Et les entreprises, d'abord, détiennent une grande partie de la solution, hein, et la transition écologique, énergétique, notamment, se fera très largement par les entreprises. Et les entreprises ont un véritable intérêt de long terme à accompagner cette transition, à accélérer cette transition, plutôt que se retrouver confronté au mur écologique qui est devant nous. Ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui le comprennent, de plus en plus de dirigeants qui y sont sensibles. Et la volonté d'Impact France, c'est précisément de les accueillir. Hein, et les adhésions sont extrêmement nombreuses. Vous en avez accueilli combien? Aujourd'hui, il y a 15 000 entreprises qui adhèrent à Impact France. Il y a des très grosses qui commencent à venir. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut être suffisamment puissant pour être un interlocuteur crédible et impactant face au pouvoir public. Aujourd'hui, Impact France commence à l'être. Hein, Bercy nous entend. Oui, puisque vous aviez fait des propositions pour le projet de loi de finances 2024 et oui. Une a été retenue? Absolument, une a été retenue et qui est loin d'être neutre sur le plan des principes. En gros, hein, la proposition que l'on a faite, qui a été retenue dans le PLF 2024, c'est le fait de conditionner les aides publiques distribuées dans le cadre de France 2030, peu importe, mais c'est quand même plus de 50 milliards d'aides publiques, de les conditionner à des engagements écologiques de l'entreprise, et notamment la publication d'un bilan carbone et d'une trajectoire de réduction. C'est loin d'être neutre. D'abord, ce n'est pas neutre parce que ça va contraindre les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides publiques à effectivement s'engager dans la voie d'une réduction de leur consommation énergétique. Et ça n'est pas neutre parce que c'est une première. C'est un précédent. Moi, je suis extrêmement favorable à la question de la conditionnalité des aides publiques. Jusqu'à présent, les pouvoirs publics refusaient. Et là, c'est une première, c'est un précédent. C'est la première fois qu'on arrive à effectivement conditionner des aides publiques, et donc on va pouvoir généraliser ça. Tout ça dans le cadre d'un PLF adopté, je le rappelle, avec un 49.3, c'est-à-dire qu'il fallait impérativement l'accord du gouvernement lui-même pour obtenir cette victoire. Une première victoire, une belle victoire. On arrive au terme de notre entretien et j'aimerais qu'on entende un nouvel intervenant, pas sur Impact France, mais vous allez voir que la boucle est bouclée. On va écouter Léa. Bonjour Monsieur Demurger, je souhaite vous poser une question aujourd'hui. Que conseillez-vous aux alternants qui commencent leur carrière dans l'assurance et qui souhaitent réussir dans ce domaine? C'est pas une. Parce qu'on a commencé avec votre parcours. Vous voyez, mais oui, absolument. Là, voilà, c'est pour ça que je vous disais la boucle est bouclée. Donc un petit conseil à Léa et à tous les autres. Ouais. Alors, moi, si j'avais un conseil à donner à Léa, ce serait de ne rien céder justement sur ses convictions, sur ses valeurs au fond. Et de s'engager dans le monde de l'assurance en ayant vraiment l'intention, bien sûr, d'y faire une carrière et de faire la plus belle carrière possible, mais aussi d'y être utile. Hein, utile aux autres, utile aux assurés, utile peut-être à son entourage, et de contribuer le plus possible. Donc je pense d'abord qu'on est beaucoup plus aligné soi-même, et donc beaucoup mieux dans sa peau, quand on arrive à concilier à la fois ses valeurs les plus profondes et l'exercice de son métier, hein, et qu'il n'y a pas d'opposition, de tension entre les deux. Hein, et on sait que ce désalignement, quand il y a une tension, est une source majeure de souffrance, au fond, hein, pour les personnes. Et non seulement on est plus aligné, on se sent mieux, mais en plus, je crois qu'on est beaucoup plus efficace dans l'exercice de son métier. Merci beaucoup Pascal Demurger pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver bien sûr très vite pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance.